Alors, Monsieur Badiane, aujourd'hui, on va finir votre dossier de demande de CMU, qu'on va reclasser. Lisa m'a dit que vous aviez mis les pièces complémentaires et qu'il fallait les reclasser, c'est ça? Oui, j'ai complètement mélangé parce que j'avais tellement de choses. Oui, vous aviez plusieurs dossiers en route. C'est pas grave, on va y arriver. On va le faire. N'est-ce pas? Bon, alors, pourquoi j'ai dit d'abord, dites-là de ne pas me tirer les oreilles parce que je n'ai pas beaucoup. Je ne vous tirerai pas les oreilles. Bon, voilà. Non, non, non. Voilà. Bon, alors, si vous pouvez me le permettre. Je vous en prie. Elle a attiré mon attention sur le fait que vous n'avez quand même qu'une très très petite retraite. Eh bien, exactement. Voilà. Rien du tout. Hein? Non, disons rien du tout. 84 €. Ah bien, vous vous rendez compte? Oui, je m'en rends compte. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire finir les dossiers de CMU de base et complémentaire. Voilà. Donc il vous manquait des dossiers. Voilà. Vous me le montrez qu'on finisse ça? Oui, je crois que là, je suis allé maintenant sur quelques dossiers que je vais vous montrer. Oui. Bon, on va voir d'abord. Non, ça c'est ma déclaration. Et la déclaration de ma famille, ça c'est fait. Les livrets de famille, qu'on m'avait demandé pour les photocopies des oui, oui. Petites. Oui. Pour l'autre livret, je l'ai avalé, moi. Non. Voilà, vous voyez. D'accord. Et ensuite. Oh, vous avez fait ça comme il faut, hein? Ah oui, mais j'ai déjà fait, je vous allez voir. Hein. Bon, voilà, vous avez fait les enveloppes et tout. Voilà. Alors, le dossier. Regardez ça. Donc, il fallait en faire un pour vous. Et vous m'avez fait le double. Voilà. Vous m'aviez fait le double, il est là. Le double pour l'an prochain. Voilà. Pour que vous le remplissiez tout seul. Je pouvais exactement. Très bien. Vous débrouiller tout seul. Voilà. Hein, il faut savoir grandir. Oui. Donc on vérifie qu'il y ait toutes les pièces. Vérifier s'il y a toutes les pièces. Je sais qu'il manque les photocopies. L'attestation de la carte vitale, il fallait. Elles y sont normalement. D'accord. Alors les deux, ma carte ou la carte de voilà. C'est ça. Ça y est. Alors. Oui. C'est coup. Voilà, c'est moi. C'est vous. Voilà, il est là. Il est là. Alors, pièce de la régularité de votre séjour. Donc, photocopie de titre de séjour. Ah non, voyez. Vous l'avez pas? Voilà, je vais la photo. Mais non, donnez-moi, je vous le fais là. Je vous le fais là. Je n'ai pas. Oui. Alors, livret de famille. Ils sont là. Tenu à jour. On va faire les copies aussi. Ah oui. Livret de famille. Il y a oui, la carte, la baladeuse. Livret de famille. Alors. Chaque membre doit remplir un autre formulaire. Alors là, je n'ai pas de formulaire. Vous n'êtes pas allé le chercher? Je suis allé, on me dit, bon, mais là, comment ça s'appelle à la CPM? Non, mais oui, il y a ta PM à côté de chez moi, là. Place de l'Europe? Non, juste les allées Haussmann. Oui, et on ne vous a pas donné le formulaire? On m'a dit, oui, il faut aller de l'autre côté, comment ça s'appelle là, à la place de l'Europe. Oui, et vous n'êtes pas allé? Ah non. Alors, l'attestation d'hébergement, elle est remplie. Oui, vous voulez que je vous fasse une copie? Non, mais non, ça va. Ça va? Si vous voulez, si, je n'en aurais pas besoin, c'est vrai. Oui, vous risquez d'en avoir besoin. Il y a une qui a été écrite à la main, elle est là pour les 2 enfants. Oui, je l'ai vue. L'adresse, je vais la trouver ici. Oui, 8 terrasses. Ah bon, d'accord. Oui, je l'ai. Terrasse. Alors, il y avait autre chose. J'ai vu une lettre là. Oui. Vous avez envoyé pour le tarif première nécessité téléphone? Vous l'avez envoyé? Oui, je les avais envoyés. Vous l'avez fait, d'accord. Oui, c'est fait. Donc pour votre retraite, il faut absolument que vous alliez voir un travailleur social. Vous avez une adresse? Oui, vous êtes de quartier de... Saint-Louis, non, juste les allées Haussmann. Alors, il vous faut aller à la MDSI qui est à Camille Godard. Vous voulez que je vous donne leurs coordonnées? S'il vous plaît. Voilà.
Alors, je vais vous noter l'adresse. Ouais. Donc, c'est la MDSI du Grand Parc. 63 rue Camille Godard, vous savez où elle est? Oui, ouais. Ça, c'est un poste. Ça, tout de suite. Vous voulez que je leur mette un mot? S'il vous plaît. Ah, ça Comme ça, beaucoup. ils verront pourquoi parce vous... que là, ils verront pourquoi je suis là. Vous facilitez la tâche d'une façon vraiment administrative. Voilà, oui, je préfère. Voilà. Madame, Voilà. Donc, je vous remercie. Ouais. vous y allez le plus rapidement possible. Ah non, mais dès demain, vendredi, je vais aller, à moins qu'on me dise non, revenez tel jour, mais dès demain, j'y vais. D'accord. C'est peut-être trop tard maintenant, mais sinon, je vais. Hein. Ah, vous pouvez y passer, oui, maintenant. Oui, il vaut mieux une Oui. fois que jamais. Oui. Je vais y aller. Je vais y aller tout de suite. Mais vous êtes présenté alors à ce rendez-vous avec 10 minutes de retard? Oui. D'accord. On leur explique? Vous avez le nom de votre conseillère ou pas? Là, c'est une lettre qui est adressée par le directeur. À votre convocation à l'entretien, vous aviez le nom d'une conseillère. Vous pourriez la retrouver ou pas? Non, je ne le connais pas. Non, vous n'avez pas la lettre de convocation? Non. D'accord. Donc on écrit au directeur. Ça aurait été bien que votre conseillère ait un double de cette lettre, vous comprenez? Mais je ne l'ai pas sur moi. Vous l'avez pas sur vous. Parce que en fait, le directeur aurait pu vérifier auprès de votre conseillère que vous étiez bien présenté. Elle aurait pu confirmer ce que vous disiez, vous voyez. Vous n'avez pas moyen de vous souvenir du nom de votre conseillère? Non, je ne connais pas. Donc on leur dit, je n'ai pas trouvé d'emploi depuis cette date. Madame Denise. Ah, vous l'avez, très bien. D'accord. D'accord. Je vais aussi leur mettre une copie de votre convocation, comme ça il verra bien hein, le nom de votre conseillère. Ça, c'est la convocation, ça? Oui. Ah ouais? Oui. Comme ça, votre demande a beaucoup plus de chances d'aboutir si les deux sont prévenus, parce que le directeur va certainement la convoquer. Il va voir que vous avez gardé le papier, que c'était sérieux de votre part. Et donc, ce que vous dites, il y croira davantage. Voilà. On a le principe de loyauté. On ne met pas en doute ce que nous disent les gens, mais on ne met pas non plus en doute la bonne foi de la personne dont il est question. Leur destinataire, on ne met pas non plus en doute leur bonne foi. Donc, quand on peut vérifier, on le fait. Il arrive rarement que les gens nous soutiennent des choses fausses, qu'on sait être fausses. On essaie d'en discuter. Et alors après, ça va dépendre des cas. Mais en général, on ne doute pas de ce que nous disent les gens. Et souvent, il n'y a pas à en douter hein, de l'expérience que je peux en avoir. Donc, on lui demande qu'il vous laisse percevoir les acédiques parce que normalement, il interrompt le paiement pendant 4 mois. Voilà. On lui demande, alors sans garantie hein, c'est pas sûr, mais enfin, on lui demande qu'il vous laisse ce paiement. Pôle emploi. Alors déjà, nous, on a besoin de savoir ce que les gens vont comprendre de ce qu'on écrit pour le leur expliquer. On doit être technique tout en écrivant pour eux. Donc, il faut qu'on arrive à évaluer ce qu'ils perçoivent de ce qu'on doit faire. Et il faut qu'ils adhèrent à ce qu'on fait. Puis c'est eux qui signent la lettre. C'est pas nous, c'est eux qui la signent. On peut leur dire, je vous présente mes excuses pour ce retard. Vous êtes d'accord ou... Ouais. Comme vous voulez. Il vaudrait peut-être mieux le dire. Vous êtes d'accord? Voilà, c'est tout.
Donc, je vous remercie, monsieur le directeur. Et vous prie de croire en mon profond respect. Alors, cette lettre, je vais vous la faire en 3 exemplaires. Un pour votre conseillère, un pour le directeur et un pour vous. D'accord? Et il y a cette fraction de seconde, moi, que je trouve extraordinaire, c'est cette rencontre avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Et cette rencontre d'humain à humain. Et moi, ce qui est désagréable dans le boulot, c'est qu'on a toujours une place où la personne qu'on a en face suppose qu'on sait des choses qu'elle ne sait pas. Et qu'on a un savoir-faire qu'elle ne maîtrise pas. Et moi, ça me met mal à l'aise. Parce que j'aimerais trouver des moyens pour que les gens participent plus à ce qui leur arrive. Mais en pratique, ce n'est pas tellement possible. Voilà. Alors, le premier courrier, vous allez le signer. Les pièces sont jointes pour le directeur. Alors, voilà pour le directeur. Après, on va faire donc le second courrier à votre conseillère. Comme ça, c'est elle qui vous fixera le nouveau rendez-vous. Voilà, donc vous la signez aussi. Au départ, moi, je faisais que la lettre. Et du coup, maintenant, on est dans une position où, en général, on fait l'enveloppe aussi. Pourquoi je fais l'enveloppe à lui et pourquoi pas à lui? Et qu'est-ce qui vaut mieux, blesser quelqu'un qui aurait pu la faire ou mettre une difficulté supplémentaire à celui qui en a déjà? Et celle-là, c'est votre exemplaire justificatif. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Dans une demi-heure qui est impartie pour un rendez-vous, il y a tout ça à faire. Pour les gens qu'on ne connaît pas, donc une personne sur deux, hein, les personnes en moyenne, une personne sur deux ne va venir qu'une fois, donc on a énormément de gens qu'on ne voit qu'une fois. On doit donc évaluer tout ça, le niveau de langage, de compréhension, qu'est-ce qui est utile pour eux, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce qu'on dit qu'on écrit en tant qu'écrivain public ou pas, est-ce qu'on leur rédige l'enveloppe, enfin, il y a tout ce travail et il ne faut pas non plus trop l'automatiser parce que comme tout ce qui est automatique, ça passe dans l'inconscient et après on a du mal à le modifier. Quand ça se fait à notre insu, on est plus rapide mais je pense qu'on est moins juste. Donc tout ça, le garder quand même à fleur de conscience en se disant je fais ça, je fais pas. Refuser que ça devienne automatique pour garder une maîtrise et rester dans l'humanité, justement. On a fini les comptes rendus de la première manifestation que vous avez réalisée. Donc on a fini les comptes rendus, sauf que vous avez oublié de porter la lettre au directeur de la DIL. Je suis un homme désordonné dans tous les sens du terme. Je vais la réimprimer. Oui. D'accord? Et donc en sortant, vous y passez, première à gauche, et vous lui posez la lettre. Voilà. On est en train de construire une société là. Ah, une société? Avec le directeur de la boîte qui nous a donné un chalet cadeau. Et on n'avait pas encore les... C'est pas que j'ai pas continué, c'est qu'en définitive, on n'avait pas les moyens de continuer, je veux dire. Je savais pas qu'on allait monter une société. Oui, mais alors, si vous savez que vous allez vous orienter vers la société plutôt que vers l'association, vous pouvez vous retourner vers Laetitia pour qu'elle vous aide à développer ce projet. En fait, elle, son travail, c'est de passer de l'idée, vraiment de l'idée, comme vous l'évoquez quand on se voit, au projet. Un projet vraiment avec une structure administrative, financière, et vraiment quelque chose qui tienne la route. Oui, tout à fait. Je vous donne du fil à retordre. Non, c'est autre. On a la chance d'être vraiment perçu comme une petite association. Les gens savent qu'ils ne sont pas dans une administration. Là, bon, ben, on voit bien qu'on n'est pas dans une administration. Et donc, ils arrivent vraiment avec un grand capital confiance, une grande ouverture. Et on est très attentif à ne pas les fermer. Ni
ni sur eux-mêmes a priori, ni sur une demande qu'ils auront formulée. Grâce à vous, je fonce. Avant, je n'osais pas avancer, maintenant, j'avance. C'est grâce à vous. Hein. Vous et puis Lisa aussi. Ouais. Hein, parce que là, vous avez bossé. Et on n'a pas fini. Et on n'a pas fini. Hein. Alors, donc, on va faire quelque chose de joli. Donc, voilà. Voilà, donc ça fait 2 pages. Je vais l'imprimer. Vous allez le voir si la mise en page vous plaît. Et puis on va le joindre donc pour ce destinataire. Est-ce que vous voulez que je vous en fasse d'autres exemplaires? Je vous dis pas non. Comme ça vous les aurez. Je vous dis pas non. Parce que vous allez avoir d'autres idées d'invitation pour le 11 juin. Mais déjà chez le directeur de la DIC, je vous l'ai dit. Oui. Non mais à part lui. Il y a pas mal de monde qui va venir. Voilà, donc moi je propose ça. Ouais. J'ai agrandi un peu la photo et il y a tout le reportage donc, du journaliste. Pour moi, c'est top. C'est bon? C'est le top. Je vous en fais combien? 5? Si vous voulez. J'accepte. D'accord, très bien. Donc ça fera des documents qui montrent bien où vous en êtes. C'est plus un projet, hein. C'est plus un projet. Il y a déjà eu ce don. Vous avez monté ce projet, vous avez fait l'événement des 3 ans de l'assaut. Enfin, vous avez montré que... 3 bougies pour un logis. C'est vous. Mais oui, oui. Mais voilà, il ne faut pas que vous vous laissiez emmener par les autres. Il faut que vous restiez aux commandes du projet avec une aide technique. Moi, je crois ça. Moi, je peux toujours vous aider pour des courriers, pour... Ouais, mais oui, mais pas sur le fond. Sur le fond de... Mais revenez voir Laetitia. Ouais, je me décide. Décidez-vous à le faire. Ouais. Moi, je resterai votre interlocuteur pour dès demain, je tente de rappeler pour reprendre. On peut le faire là, si elle est toujours. Ouais, si vous voulez. Ah, ouais. Ouais. Je suis prêt à négocier. En plus, j'ai pris mon agenda. Ah. Il est là. Ouais, je suis prêt. Hein. Moi, quand je prépare absolument pas les permanences, il me semble que j'ai une très grande place pour tous ces inattendus qui se passent. Comme ce monsieur-là, et qu'il y a une rencontre moins technique, mais beaucoup plus spontanée et directe. Bonjour Laetitia. Oui, c'est Gaëlle. Eh bien, ça va et toi? Et dis-moi, je revois Monsieur Bod, qui a donc bien réussi son opération pour les 3 ans, 3 bougies pour un logis, et qui a eu un bon retour. Là, on est tous les deux ensemble pour autre chose. Et donc, il est suivi par le directeur de la DIL, hein, qui est venu. Voilà, et donc, il va remonter une manifestation, ce sera une conférence là, au mois de juin. Et moi, je sens que je suis arrivée complètement au bout de pouvoir l'aider par petits morceaux. Est-ce que toi, tu serais d'accord pour le revoir? Quand tu veux. Écoute, il a son agenda, il est devant moi, il est ravi. Mardi 26, je le note. 10 h, ça vous va? Impeccable. Impeccable. Très bien. Eh bien, à bientôt, Laetitia. Au revoir. Bon. Alors, elle confirme. Ce que vous êtes en train de dire. Oui. Que là, il ne faut pas s'éparpiller. Non. Alors, 26 juin à 10 h. Ouais, mais écoutez, je l'ai noté là sur mon agenda. Et non, là, c'est mai. Juin. On est là. Pardon. 10 h. Voilà. Donc, c'est Laetitia Ferrand. Ah ben, je vais vous redonner les coordonnées. Ah oui, si jamais vous... Non, mais je vais prendre... Si jamais vous aviez à annuler ou... Même non, je vous remets la... Non, je n'annule pas les gens, c'est comme ça. Oui, mais je vous remets l'adresse. En tous les cas, atelier graphite, je m'en souviendrai plus que toute ma vie. Hein. Même dans ma mort, je m'en souviendrai. Allez, on n'y est pas. Allez, pas de blague. Moi, je suis un plaisanteur aussi, hein, mais sympathique. Hein.
Non, quand il s'agit de travailler, ça va. En tous les cas, moi, je ne peux pas dire mieux que vous êtes une équipe qui gagne et qui fait gagner. À mon avis, ça n'a rien à voir avec un métier. Quel que soit le métier qu'on fait, on peut avoir ces rencontres. Et n'importe qui ferait ce métier-là, qui n'a pas ce souci ou cette envie de rencontrer l'autre, ne l'aura pas. Moi, je crois que ça, ces rencontres vraiment profondes, humaines, avec des gens qui se livrent, moi, je suis émue et souvent très, très bouleversée par ces rencontres-là. Donc le titre de séjour, ok. Ça c'est bon. Alors ce qu'il faut, il y a 2 documents qui demandent. Il y a la photocopie de l'avis d'imposition. Photocopie. Ouais, la copie de l'avis d'impôt. Mais t'en as pas. Même si elle est non imposable, elle le reçoit de toute façon. Pour la louer. Non, ça c'est le loyer, ça. Ouais. Mais les impôts, Non, vous avez... tu ne payes pas d'impôt. Non, mais même si elle ne paye pas d'impôts, elle reçoit un avis d'impôt, même avec marqué 0 dessus. Tu reçois ça? Comment c'est ça? Est-ce que tu reçois un papier Ouais. où il y a marqué imposition 0? Il a raison, le monsieur. Il n'y en a pas. Mais vous êtes en France depuis quand? En 2006. 2006, donc vous avez dû le recevoir depuis que vous êtes là normalement. 2006, la mi-24. D'accord. Donc normalement, chaque année, vous recevez ce document-là des impôts. Vous l'avez, même à la maison, vous l'avez... Non. Sinon, je vais essayer de les appeler pour voir s'ils peuvent vous l'envoyer. Hein. Parce qu'il le faut pour le dossier CMU. Oui. Ils le demandent. Appelez pour la Madame Marie-Claire, c'est tout dossier pour la diaconat. C'est votre assistante sociale? Oui. Ouais, mais c'est pas elle qui va vous donner l'avis d'imposition. C'est pas l'assistante sociale qui vous donnera la feuille des impôts. C'est les impôts qui vont vous donner ça. Moi, tout papier donné là-bas, et pas avec moi. Mais c'est pas l'assistante sociale qui a le document. Je vais essayer d'appeler les impôts. Hein. Et il faudrait aussi une copie de l'acte de naissance. Ah. Vous savez ce que c'est l'acte de naissance? Vous en avez un à la maison? Oui, la maison. Bon, il faudra la... Oui. Et alors, votre mari, il vit avec vous? Non. Enfin, monsieur Atasanov Rosen. Oui. C'est son frère. C'est son frère, pardon. Il vit avec vous? Oui. Est-ce qu'il vit avec toi? Il mange? Oui. Ouais. D'accord. Et alors, parce qu'il demande des précisions sur ça. Il travaille? Non. Non, il est sans emploi. D'accord. Il a des revenus? Des revenus, de l'argent. Non. Non. Il ne touche pas le RSA ou pas de... Il n'a pas de revenus, sans revenus. D'accord. Ça, faudra leur mettre... C'est comme on déroule une pelote de laine et au fur et à mesure qu'on déroule, il y a les difficultés qui apparaissent. Bon, il faut trouver le point d'entrée et puis après, c'est un peu l'entonnoir. Ça s'ouvre, mais à l'envers. L'entonnoir renversé, c'est souvent ça. L'acte de naissance, il faut le demander à votre mairie de là où vous êtes né. Oh putain. Oh là là. Et pourquoi moi c'est divorcé? Oui, mais ça n'a pas de rapport avec le divorce, c'est votre acte de naissance. Là, on met Madame Sarikova Sonia est née telle date, voilà. Avant 2006, quand moi, il y va, Sonia, il y va. Oui. Bon. Alors attendez, je fais... Alors objet, donc demande de duplicata
Bon. Magas, demande de duplicata, avis, imposition. Oui, comme ça, 2011. ils sont toujours blanchis, ils ne se cassent pas la tête. Oh, des fois, non, les impôts, c'est pas les pires. Hein. Et les impôts, c'est pas les pires. D'habitude, on arrive à les avoir. Le plus fréquent, on va dire, c'est des personnes qui sont en capacité de comprendre ce qu'on leur dit, mais qui sont pas capables, qui n'ont pas la capacité de pouvoir s'expliquer, c'est-à-dire de passer un coup de fil en disant j'ai besoin de mon avis d'imposition sur mes revenus 2010, donc l'avis d'imposition. Voilà, ça c'est très fréquent, la plupart ne peuvent pas le faire. Par contre, ils peuvent comprendre que si je leur explique ce que moi je fais, que je vais passer le coup de fil, je pense qu'ils le comprennent. Je pense qu'ils le comprennent. Voilà, l'usager, on va dire, type, c'est ça, c'est cette capacité de compréhension, mais pas d'expression. Madame, monsieur, je... donner la papier pour la pension, parce que beaucoup malades, moi. Oui. La dos, la cassée, la migraine, en arabe, la cassée avec couteau. Ça, la kyste. Voilà, déjà, si vous arrivez à avoir, donc, que vous ayez la CMU, c'est une bonne chose. Avec la complémentaire, comme ça, vous n'aurez plus avancé vos frais. Hein. Ça, c'est bien. C'est pour ça que vous faites la demande de la complémentaire. C'est pour ne plus avoir avancé tous les frais de santé. Alors, de l'avis d'imposition 2011 sur mes revenus 2010. J'en ai besoin, on va insister un peu, le plus rapidement possible, afin de pouvoir compléter ma demande, compléter mon dossier de demande de CMU complémentaire. Je pense que la capacité d'expression ou de compréhension de la langue, elle est aussi déterminée par le rapport qu'on a. Enfin, c'est pas juste une capacité technique, quoi. C'est aussi le rapport qu'on a aux choses. Si quelqu'un se fait un fantasme de l'administration ou est terrorisé par ça, ce qui arrive, hein, ils ont peur ils vont être encore moins en capacité de comprendre. Les mots vont défiler. Voilà, il y a aussi ça qui joue beaucoup, je pense, vis-à-vis de nos usagers. C'est le rapport qu'ils ont au papier, quoi, et à l'administration, qui les écrase voilà. Ou alors pour certains, c'est un rapport d'autorité ou de flicage, quoi. Quand vous êtes né, il y a eu un document qui a été fait pour dire Madame Sonia est née tel jour, tel mois, telle année, à tel endroit. 968. Oui, mais ça, moi, je vous crois sur parole, mais il faut le papier, c'est ce qu'ils demandent. Ah, d'accord. Donc, soit on fait un courrier à votre mairie en Bulgarie, soit il y a quelqu'un sur place, chez vous, qui y va. D'accord. Écoutez, Ouais. vous ne pouvez pas faire une lettre, vous? Mais moi, je ne parle pas bulgare. C'est ça le problème. Non. Il faut oui, mais faire le modèle et puis elle le traduira en bulgare. Oui, sinon on peut faire ça, oui. Oui. Alors, je suis né le 31/01/1974 à Ilimovo, ça. H. C'est un H, hein. CH. H-I-D-O-M-O-V-O. Bulgarie. Voilà. Donc, il faudra leur demander ça, l'acte de naissance, et vous préciser où vous êtes né et quand. Hein, et comme ça, tu recopies un autre papier comme ça, mais en bulgare. Compris? Oui. Et tu signes. Oui. Enfin, vous signerez. Non, mais pas celle-là, parce qu'elle fera la lettre en bulgare. Hein, oui. D'accord? De toute façon, on se reverra, hein, on va reprendre rendez-vous. Ça vous postez. Ça, je le remets dedans. Pour l'instant, ça, vous y touchez pas. Hein. On complétera le dossier quand il y aura tous les papiers. La partie pour la taxe. Les usagers ne peuvent pas tout déléguer à l'écrivain public ou à l'assistante sociale. Et puis tant mieux peut-être qu'il y ait cette limite et qu'ils soient obligés de maintenir quand même une posture, une prise en charge d'eux-mêmes important, je pense.
C'est essentiel même, sinon, enfin, c'est ce qui les rend des personnes qui se tiennent debout, quoi. Nous, on est là aussi, bon, pour faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, voilà. Donc, soit à faire les démarches à coup de téléphone, parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue et qu'aux impôts, faut qu'on soit clair, vite, voilà, on le fait, soit leur expliquer ce qu'eux peuvent faire, ce qu'eux doivent faire, voilà. On est là-dessus, quoi. Oui, bonjour, je suis Dimitri Zartier, écrivain public. Je suis avec Madame Shakirova, qui vous verse un loyer mensuel. Et alors, voilà, pour vous éclairer la situation, parce que apparemment, elle a une dette chez vous de 314,80 €. Mais cette dette serait due au fait que, visiblement, vous n'auriez pas reçu, vous, la part que normalement vous verse la CAF ? Bon, ben, si c'est trop compliqué. Ben, Shakirova sous les yeux, mais effectivement, il y a des mois où on reçoit, des mois où on ne reçoit pas. Et puis là, on a une dette, effectivement. En mars, on n'a pas reçu de CAF, d'accord. En avril, on a reçu 276 €. Ouais. Voilà, donc c'est la CAF de mars qui nous manque. D'accord. Bon, là, c'est déjà une info, ok. Étant donné que la situation de Mme Shakirova change, un coup elle est célibataire, un coup elle se marie, un coup elle divorce, Ouais. ça change constamment. Donc si vous n'avez pas tous ces papiers et tous ces dossiers depuis un an, mais moi je vais contacter rapidement la CAF et puis ils me diront, et puis après j'expliquerai à Mme Shakirova voilà. le montant de la dette et pourquoi. Hein, voilà. ok. Si vous voulez, on ne peut pas être gentil et plus que gentil. Ben, je comprends. Merci de vos infos et je fais laisser ça. Merci madame. Je vous en prie. Bonne journée, au revoir. Oui. Ok. Et, Bon. premièrement, je vous arrête. Je veux dire, le coup de dire qu'elle est mariée, elle est divorcée, c'est elle qui fout la merde, la femme. Bon, on est d'accord. Il faut qu'on se base sur... lui demander argent, combien pour la cave d'Uni. Ok, c'est la cave de mars qui manque. Il y a des fois l'urgence des situations annihile un peu la réflexion qu'on peut avoir ou le recul, quoi. On n'a pas la possibilité trop de... Voilà, j'imagine très bien, par exemple, son problème de dette de loyer. Tu as vu la personne que j'ai eue, en plus, qui n'était pas forcément très tendre, ou qui n'avait pas forcément un discours très posé, puis très humain, hein, malgré les valeurs qu'elle mettait en avant, qu'elle était gentille, qu'elle avait pris le temps. Mais bon, si ça continue, on la fout dehors. Voilà. C'est très rare que j'ai des personnes presque agressives ou qui tiennent ce genre de discours. En général, ça se passe bien. Hein. Surtout quand on se présente en tant qu'écrivain public, il y a une espèce d'a priori sympathique vis-à-vis de la profession. Donc les gens essayent de nous faire obtenir les informations qu'on recherche facilement. Là, j'ai dû batailler. D'habitude, c'est beaucoup plus simple. Hein. J'ai l'image d'une... tu sais, les grosses presses industrielles et qui représenteraient un petit peu l'image qu'ont les usagers de l'administration. Et l'écrivain public, c'est celui qui tend le bâton, tu sais, avant que la presse ne s'écrase, qui met un bâton de bois juste avant, quoi. Voilà. Et ça tient tant qu'on peut, et on essaie de le faire tenir, mais c'est... Voilà, j'ai l'impression d'être dans ce rapport-là, quoi. Je suis toute seule. En France, j'ai besoin de quelqu'un, une grand-père qui connaît ma situation, qui est très difficile. Oui, mais vous avez des papiers La carte d'identité Italie. Montrez-moi ce que vous avez, montrez-moi. Oui. Parce que moi, j'ai 4 ans du travail. En France, ouais. Oui, monsieur, en France. Contrat CDI. Mais vous n'êtes pas allé à la préfecture chercher le dossier encore?
Non. Parce que pour faire une demande de naturalisation, il faut un dossier. Et c'est un dossier à remplir. Et ça, faut aller à la préfecture le demander. La demande comme ça. Ouais. À la préfecture. À la C'est pas la préfecture. mairie. Non, c'est à la préfecture. Bon, le dossier, il va falloir certainement plusieurs rendez-vous pour le remplir, parce qu'il y a pas mal de choses à mettre dedans. C'est un dossier un petit peu. Aucun problème. Donc on prendra monsieur. le temps qu'il faut. Voilà. Vous rendez-vous, je veux revenir. Bon. Pour Parfait. explication, j'ai parlé, les papiers, Bon. tout, j'ai tout, monsieur. Ok. Alors, je vérifie bien l'adresse. Le dossier de naturalisation, c'est les plus durs. C'est les plus longs, les plus durs. C'est énormément de documents. Il faut des originaux, des copies, des apostilles. Il faut que ça soit classé en sous-chemise. C'est des semaines de boulot pour un dossier de naturalisation. Alors, et vous êtes en France depuis combien de temps? 7 ans. 7 ans. 2005, oui. D'accord. Je souhaite retirer un dossier. Je vous montre le dossier, on se reverra quand vous l'aurez, mais il va ressembler à ça. Il fait là 4 pages, où on mettra vos noms, prénoms, etc. Oui. Votre état civil, si vous êtes marié ou pas, vous êtes divorcé, donc oui. on indiquera ça. Voilà, ça on le remplira. Ça c'est la partie facile, ça. Ok. Après, la partie où ça se complique un peu, c'est sur les documents qu'ils demandent. Oui. Donc c'est là où ça prendra certainement plusieurs rendez-vous pour constituer tous les documents. Si vous avez un divorce, il faudra l'acte de divorce, c'est ça, monsieur. la décision, Oui. enfin, le jugement. Il faut... Voilà, je vous montre un petit peu. Si vous avez des enfants, donc l'acte de naissance, de naissance de votre enfant. Ça, l'extrait de naissance. Ah ben vous avez... c'est super bien rangé, super. Ah, c'est ça que je veux voir, vous. C'est c'est formidable. Fiche de paye 2009, 2010, 2008. Vous avez le bulletin de paye en plus? Oui, super. sur 4 ans. Je cherche pas, je suis en France, je suis polie, je suis une femme qui cherche que du bien. Mais ça se voit. Et c'est tout, monsieur. Bon, quand vous allez chercher le dossier à la préfecture. Oui. Quand vous l'avez, vous reprenez rendez-vous avec nous. Vous me reverrez moi. Oui, monsieur. Je vais vous donner... Ouais. Et puis surtout, là, vos papiers sont super bien rangés. Vous revenez avec tout ça, là. Oui, monsieur. Et puis on commencera le dossier. Oui, monsieur. Comme je vous disais, il faudra plusieurs rendez-vous. On prendra le temps, on fera ça tranquillement. Oui. Et comme ça, le dossier sera bien à la fin. Merci, monsieur, oui. Ok? Oui, monsieur. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a l'émotionnel et puis il faut couper et puis raccrocher sur l'administratif. Mais voilà, c'est jamais que technique, quoi, encore une fois, quoi. Parce que là, quand elle va aller déposer son dossier en préfecture, elle aura la main lourde, je crois. Ah, ça fait partie du charme du métier, aussi, c'est super, quoi. Moi, ça me rend heureux de voir ça. De voir le sens que ça peut avoir, par exemple, la nationalité, le fait d'être inscrit quand même administrativement parlant, tu vois le sens que ça peut avoir pour certaines personnes. Et je trouve que nous, on vit dans un pays où on est, entre guillemets, avec des gros guillemets même, mais libre dès la naissance, où on acquiert la nationalité française comme ça, de droit, et qu'on est quand même relativement protégé par notre administration, pris en charge, on va dire, quoi. Et ça coule de source un peu tout ça. Et on peut en perdre le sens, quoi, facilement. Et puis c'est aussi envers ces publics qu'on met plus de barrières encore qu'à nous, citoyens français de droit. Je pense au dossier de naturalisation, ou au dossier de demande d'asile, par exemple, où les contraintes se sont accrues ces dernières années, quoi. Donc ils sont moins armés au départ et le chemin à parcourir est plus dur, quoi. Donc vous allez à la préfecture avec ça, et quand vous l'avez, vous appelez à ce numéro-là. Je vous le colorie. Oui, monsieur. Vous appelez ici, vous dites que vous avez déjà vu Dimitri et qu'on continue le dossier de naturalisation. Oui, monsieur. Oui. Voilà. Ça.
Voilà, c'est ce numéro. Et là, votre prénom. Voilà, ça c'est mon prénom, Dimitri. Dimitri, oui, monsieur. Merci. Bon, mais je vous dis à très bientôt. Merci, monsieur. Allez. Bon courage, Au revoir, monsieur. madame, merci. Je laisse ça comme ça, bien, pour Dieu, se regarde. Merci, monsieur. Au revoir. Mais moi, je le vois, tu vois, tout ça, là, je le vois comme, enfin, ce côté affectif, quoi. Il est obligatoire dans le sens où c'est pour moi un peu une rampe de lancement, tu vois, qui nous permet après d'enclencher les choses, quoi. Mais on ne peut pas couper d'emblée, quoi. Parce que on est un peu, tu vois, cette personne-là l'illustre aussi, hein, on est un peu la dernière branche, quoi, souvent. Et c'est vraiment le lien qu'on peut avoir avec eux est vraiment fragile des fois, quoi. Donc on ne peut pas arriver d'emblée en étant la loi avec le glaive. Hein. Il faut alors voilà, les écouter, même si on sait que ça déborde, même si on n'est pas un bureau des pleurs et qu'on ne peut pas l'être, sinon on ferme boutique demain, mais c'est nécessaire, c'est un passage obligé, quoi, pour enclencher la machine. Un peu comme un ressort, là, qu'on tend, et puis voilà, il parle, et puis hop, après, quand c'est comprimé, ça lâche, quoi. Et quand le lien, c'est-à-dire que quand le lien est établi, quand on les a écoutés, parce que c'est souvent des personnes qui n'ont pas été écoutées, quand ils vont aux impôts ou je sais pas où, à la CAF, c'est évident qu'on ne va pas entendre ce genre de discours. Ça va être coupé court rapidement. Vous demandez juste le paiement d'heures supplémentaires. Oui. C'est tout, pas de préavis, pas d'indemnité. L'indemnité de tout vous a été réglé, le reste? Oui, moi j'ai assigné la ressoute tout compte. Donc vous ne contestez pas votre démission. Vous ne voulez pas la requalifier en licenciement, que le tribunal examine ça, on est d'accord? Oui. Vous m'avez dit que non. Quand vous déposez comme ça une demande, vous êtes convoqué avec l'employeur pour essayer de vous mettre d'accord. Il y a une phase amiable. Si la phase amiable, vous ne trouvez pas de terrain d'entente, il y a une phase contentieuse, c'est-à-dire que ce sont les magistrats qui tranchent, le juge. Donc vous aurez 2 fois à venir au tribunal. Vous voulez qu'on augmente la somme pour vos indemnités de transport? Non, comme ça va. Moi c'est juste pour les gens, parce que... Voilà, c'est bon, on l'a rempli. Il vous faudra le signer ici, date et signature. Vous voulez le faire tout de suite? Les gens, souvent, ont du mal à chiffrer leurs demandes. Par exemple, ils disent « il me manque 20 heures supplémentaires ». Moi, je suis obligée de faire le calcul. Donc, je vais rechercher dans leur bulletin de salaire quel est leur niveau de rémunération brute à l'heure. Je multiplie par le nombre d'heures qui manquent. Et donc, ça met les gens en difficulté. Les sommes, l'argent, là, on parle d'argent, précisément, avec des centimes. Vous n'avez pas des feuilles de mission avec les horaires où vous pointez pas? Parce que moi, j'ai travaillé avec un CDI. Les CDI, moi, je faisais... Et vous n'avez pas des clients qui peuvent attester que vous êtes resté tard sur les chantiers? Oui. Voilà. Donc, le client, il n'a aucun... Donc, je vous mets attestation. Oui. Voilà, si vous voulez, ça c'est important. Le client n'a aucun intérêt à prendre parti pour l'employeur ou pour vous. Donc le juge va vraiment être convaincu de ce que vous dites si vous mettez 1 ou 2 attestations de clients qui disent que vous étiez régulièrement le soir après telle heure sur le chantier. Vous voyez comme c'est important? On sait que certaines activités professionnelles pratiquent fréquemment ont des pratiques illégales, ne paient pas toutes les heures. Oui, il y a des domaines d'activité professionnelle où on le sait. Il y a le bâtiment, il y a le nettoyage, la restauration. Et c'est largement confirmé par ce qu'en perçoivent aussi les inspecteurs du travail. Donc la plupart des personnes qui viennent pour saisir le conseil de prud'homme sont dans ces secteurs d'activité. Bon. Voilà, donc vous joignez ces pièces et vous déposez votre demande au tribunal. Moi, je vous inciterai à le déposer en main propre. Comme ça, à l'accueil du tribunal, s'il manque des pièces, on vous le dira. Vous savez où il est, le tribunal, puisque vous êtes allé chercher ce... Je suis pas la justice. Voilà. Ah bon. La raison essentielle de la présence d'un écrivain public en maison de justice, c'est pour faire suite
aux rencontres que les usagers ont eues avec les professionnels du droit, notaires, avocats, huissiers, qui ont donné un conseil, mais l'usager n'est toujours pas en mesure d'avancer dans son droit, puisque la plupart du temps, il faut un courrier. Il faut adresser un courrier à la partie adverse, et sans ce courrier, rien ne peut démarrer. Le fait que cette lettre existe, c'est un pas supplémentaire vers la résolution des difficultés, le plus souvent amiable. Alors, surendettement, plan conventionnel définitif. D'accord, approuvé, et entrera en application. Alors, depuis que ce plan a été définitif, vous avez pu le respecter? Oui. D'accord. Et alors là, maintenant, quel est le souci? Le souci, c'est avec ce créancier particulier, c'est un particulier, oui. Garcia. Oui. Je lui ai versé 3 fois 392,50 oui. parce que monsieur, mon gestionnaire de la Banque de France, il a ancien loyer 1177 €. Oui, c'est une dette de loyer. Oui. D'accord. Et ça ne convient pas aux huissiers. Attendez. Il y a une somme là, 1400. Non, mais là, c'est le dépôt de garantie. Ah oui. Mais pourquoi vous n'avez pas vu directement avec lui pour lui demander des explications? Il va vous expliquer, lui, pourquoi la dette inscrite au plan ne correspond pas à la créance réelle. Il faut voir ça avec l'huissier qui a émis ce document. C'est pas un huissier, c'est le gestionnaire. De la Banque de France. Ouais. Eh bien, vous ne pouvez pas voir avec lui. La principale façon de rassurer les gens, c'est de les remettre en lien avec le bon interlocuteur. Là, par exemple, c'était assez typique, la personne donnait beaucoup de noms. Bon, moi, je ne savais pas de qui elle parlait. Et en fait, les interlocuteurs sont tellement nombreux que les gens ne savent plus qui est qui, pourquoi. On décrit aux gens ce qui se passe. Donc, telle personne vous a écrit tel courrier pour telle raison. Et du coup, les gens y voient plus clair et reprennent confiance dans leur situation et reviennent vers les bons interlocuteurs. Alors, j'avais des échéances décembre, janvier, février. Décembre, janvier, février, je les ai respectés. Oui. Je lui ai envoyé en lettre recommandée, heureusement, au créancier. J'aurais peut-être mieux fait de l'envoyer à l'huissier. Mais oui, il ne faut pas l'envoyer au créancier à ce moment-là, c'est à l'huissier qu'il faut envoyer vos... Je ne savais pas, moi. Alors, comme c'est un tordu, une juriste en surendettement nous a dit que la dette était soldée, mais que peut-être, elle ne savait pas, mais que peut-être, nous devions les frais d'huissier de moins 50%, étant en situation de surendettement, mais elle n'avait pas le décret sous le coude. Vous me dites, il y a un décret qui affirme que je dois la moitié de la somme. On va respecter cet avis. Et vous n'avez pas le décret? Non, je suis écrivain public. Ah ouais, mais là, si j'ai pas le décret, moi... On va le chercher. Bon. Donc c'est un décret qui dirait que quand on est en surendettement, on doit la moitié des frais d'huissier? Ouais. Parce qu'attendez, le 25 mai, regardez ce que je reçois. Alors, vu mes précédentes intentions, en vertu de la condamnation... Là, c'est le dernier courrier de M. Fauvel? Ouais, c'est pour ça que j'ai appelé, j'ai fait tous mes courriers à la Banque de France. Pour 200 €. Et il ne me l'a pas dit. Et il va recommencer des frais énormes de deuxième saisie. Alors, je vais chercher ce décret dont vous me parlez. Décret. La majorité des huissiers, des notaires et des avocats fait parfaitement son travail. Mais il se trouve que nous, les gens viennent de nous voir quand ils ont des difficultés avec ces professionnels-là. Et on a pu constater des manquements aux obligations. De notre point de vue, on est du côté de l'usager, c'est vrai. On est plutôt du côté de l'usager. Et on partage avec eux certaines situations qui les mettent dans des situations extrêmement graves. Vous avez un argument
dont on vous a parlé, il faut absolument pouvoir rentrer en relation avec cet huissier pour mettre fin à la saisie des meubles. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Ça y est, je l'ai. Vous êtes gentil. Et il date de quand? Parce qu'il date, on m'a dit. 96, ça va. 96. Quand même. Alors, lorsque la recevabilité du dossier de surendettement est acquis, cela ouvre droit à une réduction de la tarification des rémunérations dues aux huissiers. Article 98 de la loi du 28 juillet 98 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Ne pas oublier de prévenir l'huissier que vous êtes en surendettement, c'est à vous à lui dire que vous pouvez bénéficier de cette mesure. C'est à moi. Eh oui, c'est à vous. Ouais. Au plan, il est inscrit 1177 €. Plus 180 que je lui ai donné. Je lui ai donné 180 voilà. €. Et donc, vous faites état d'un total qui est bien largement supérieur à ce qui est inscrit au plan de surendettement. Donc, il y a des frais qui ont été postérieurs à ce plan. Oui. Ces frais postérieurs au plan pourraient bénéficier de la réduction de moitié, puisque c'est prévu par la loi du 29 juillet 98 de lutte contre les exclusions. Alors là, pour vous dire, je suis pas au courant de cette loi à propos de la réduction des frais d'huissier. Mais je vais regarder. D'accord. Et est-ce qu'il y a un moyen de mettre en suspens cette saisie immobilière en attendant qu'on puisse savoir ce qu'il en est? Parce que moi, je vais pas venir saisir si jamais j'ai pas vérifié ce que vous dites. Hein. Je vais oui. vérifier avant. Je vous tiens au courant. D'accord. Donc vous la tenez au courant? Voilà. Merci beaucoup. C'est très aimable. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. J'ai pas trop confiance, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle pense que l'huissier est malhonnête parce qu'il n'applique pas une réduction à laquelle elle pense avoir droit. Et l'huissier pense qu'elle est de mauvaise foi, puisqu'il ne perçoit pas les règlements, il est automatiquement en droit de penser qu'elle ne paye pas, puisqu'elle paye directement au créancier. Donc, il me semble que ça rétablit une espèce de présomption de bonne foi. Là, l'huissier a pu se rendre compte qu'elle réglait, et elle a pu se rendre compte que l'huissier répondait au téléphone et s'était engagé à lui donner l'information rapidement. Bon, c'est un monde un peu idyllique, hein. Des fois ça ne marche pas du tout. Bon, bah c'est super. Il y a du boulot de fait là. Hein. Oui, tout a été, oui. Parce que je me souviens, le premier rendez-vous, il y avait des choses. Oui, c'était rien de fait. Si, c'était fait, mais un peu... Ouais. Vous étiez un petit peu découragé, je pense. Ouais. Là, vous pouvez être contente de vous. Bon. Montrer quelque chose. C'est envoyé au juge. Hein. Oui, c'est envoyé au juge, mais entre-temps, en fait, j'ai reçu un courrier du juge, c'est ça? Je laisse lire d'abord, parce que moi, je voulais acheter un appartement à mon fils, un petit studio. Je voudrais répondre à cette lettre, en fait. Oui. Ça concerne la curatelle de son fils. Dans le cadre de cette curatelle, elle a l'obligation en fait, de tenir à jour la comptabilité de son fils, parce que c'est elle qui gère les entrées et les sorties d'argent pour son fils. Et elle est tenue vis-à-vis du juge des tutelles de tenir à jour cette comptabilité-là. Et pour 2011, vous êtes à jour aussi même. Ah oui, je suis à jour. Vous le tenez à jour. Ouais, ça c'est 2011 et l'autre c'est 2012. 2011, pardon, 2012. 2012, ça y est, maintenant Vous avez le coup de main là. Oui. Bon. Normalement c'est bon. Bon, pas reprendre de retard parce que. Non, il n'y a pas de retard du tout. Non. Ok. Il y a eu premier rendez-vous où on lui avait montré les tableaux. Je crois qu'il y a eu un second où là il a fallu recaler les choses et après c'est parti. On n'a plus de nouvelles, je crois, jusqu'à avril. Et moi, je l'ai revue en avril. Elle m'a dit, ça y est, j'ai rattrapé un an. Les choses étaient sur les rails. Donc, c'est super, ça. Là, je trouve il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a des cas où on a l'impression un peu de sortir de l'urgence.
que les personnes deviennent un peu autonomes, ou même carrément autonomes dans leur démarche, c'est bien, quoi. Hop. Je vais vous relire la lettre. Hein. D'accord. Je souhaite toujours que mon fils achète un appartement, car je souhaite qu'il dispose de son propre toit au cas où je venais à disparaître. C'est ça. Le bien qui m'intéressait et qui nécessitait un crédit à hauteur de 476,13 € mensuels est trop cher par rapport à son budget. Je suis donc actuellement en train de chercher un autre bien moins cher que son budget pourra supporter. Très bien. Dès que j'aurai trouvé le bien correspondant, je vous ferai parvenir le budget prévisionnel de mon fils. Par ailleurs, comme vous me l'indiquez dans votre courrier, je prends note de la nécessité d'un réexamen de mon fils par un médecin habilité en matière de protection des majeurs, dans le cadre de la réévaluation de la curatelle prononcée en 1994. Numéro R.G. 09. Pour la signer. Ouais, vous la signez, je vous prépare... Mais je peux les... Vous le ferez, le recommandé? Oui, je vais le faire, là, ça, oui, quand même, je peux le faire, ça. Je me sens bien ici, parce que j'ai toujours vu ma vie comme ça. Moi, même dans mes études, j'ai jamais cherché à me... J'ai toujours refusé de me spécialiser, quoi. Moi, pas le fait d'avoir fait Sciences Po, c'est parce que déjà je savais pas trop quoi faire de ma vie, mais aussi parce que c'était connu pour avoir un spectre large, quoi, sur plein de choses, quoi. Et que j'ai jamais voulu me lancer dans le droit, une forme de spécialisation en droit, ou j'ai toujours, je sais pas intuitivement ou pas, mais pour moi j'ai senti comme un piège un peu, quoi. Alors ça n'engage que moi, hein, là-dessus, c'est pas rendre accessible le service public à tous. Je pense que c'est une mission fondamentale de formation en sciences politiques. Service public, quoi. Le Sciences Po, c'est l'école du service public. Formation aux gens qui vont travailler dans le service public. Bon, le rendre accessible, c'est un point de départ, quand même. On remplace aussi une forme de solidarité qui pouvait exister avant, où la famille, ou l'instituteur du village, ou celui qui était considéré comme lettré, au bon sens du terme, pouvait remplir ces formalités. Je pense que dans quelques années ou décennies, ce sera un service public, au même titre que d'autres services publics. Il y a déjà des municipalités qui ont internalisé la fonction et qui la proposent régulièrement dans leurs locaux. Je pense aussi que les centres sociaux ont un rôle important à jouer. Les centres sociaux qui sont en lien avec des gens loin de l'écrit, qui peuvent rencontrer ces difficultés. Donc eux identifient bien les publics. Est-ce qu'elle aurait le droit à une pension de réversion? En 2001, le 21 mars 2001. Vous l'avez, le dossier? Non, la personne me dit que vous êtes allé chercher le dossier fin avril, chez eux. Je sais même plus où oui, je dois avoir des feuilles, oui. Oui, oui, d'accord. Oui. Ah, ça serait bien, oui. Oui. D'accord. D'accord, c'est super. Merci beaucoup, madame. Vous aussi, au revoir. Bon, ça avance. Alors, attendez, je note ça. Alors, elle était charmante. Ce que vous avez touché pendant 2 ans, c'est pas la pension de réversion, c'est une allocation de veuvage. Et qui dure 2 ans. Donc c'est normal que vous n'ayez plus rien depuis. Voilà, première chose. Donc la deuxième chose, c'est que vous avez droit à la pension de réversion, mais à partir de vos 51 ans. Donc à partir de septembre, là. Mais en attendant, il faut préparer le dossier. Si l'association a 30% de plus d'usagers tous les ans, s'il y a cet essor qu'on connaît et qu'on voit près de 2000 personnes par an, c'est que la fonction qu'on occupe correspond à une réalité du terrain. Donc, qu'est-ce qui fait la particularité de la fonction d'écriture? Ça fait appel à une activité qui est très technique, et c'est cette activité-là d'écriture que l'on voudrait promouvoir. Des savoir-faire, on en a de très nombreux. L'association a 6 ans. On a dû écrire près de, je sais pas, peut-être 5000 courriers, 8000, je sais plus. Enfin, on a des stocks
très important. On a des demandes qui sont un peu toujours les mêmes. On a répertorié les grands thèmes dans lesquels ces courriers sont nécessaires. Et le fait d'être centre de ressources, l'idée nous est venue parce qu'on a vu qu'on commençait à en avoir la fonction. On n'a pas fait l'inverse, on ne s'est pas dit tiens on va devenir centre de ressources. On s'est dit ah ben on a commencé à contacter les écrivains publics, ils utilisent le fait qu'on existe pour préciser leur mission ou demander des informations sur leur mission et donc approfondir cette fonction d'écrivain public. On s'est dit s'ils le font c'est qu'il y a un besoin et on est en mesure de répondre à ce besoin. Il y a des structures qui forment les travailleurs sociaux déjà sur l'accès aux droits, sur l'accès aux prestations de santé, prestations sociales, etc. Ça existe. Mais ce qui n'existe pas, c'est la formation des écrivains publics. Les seules formations, les très rares formations qui existent là-dessus, sont des formations qui sont, je ne vais pas dire qui ne correspondent pas au métier, mais qui ne correspondent pas à la pratique que nous on a du métier. Parce que je pense que le métier est beaucoup plus large que ce qu'on pratique. Et c'est des formations, notamment il y a une formation à la Sorbonne qui est très axée sur le littéraire. Et le problème c'est que nous, on sait que ce champ-là littéraire du métier écrivain public correspond à une petite part de ce que sont amenés à faire les écrivains publics. Et très peu de gens viennent les voir pour rédiger leur biographie en gros, ou leur mémoire. Voilà. Donc ce qui pourrait peut-être être intéressant à terme, c'est de former les écrivains publics, par exemple de l'agglomération bordelaise, sur les champs sur lesquels on travaille nous. Donc ouais, ça passe par la définition des référentiels métiers, de savoir, savoir-faire, savoir-être, voilà, toute cette déclinaison-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'avais tellement mal, etc. Donc, dans la phase médecin-conseil, lui, il me dit, allez voir un dentiste. Donc, je rappelle le même, parce que tout le monde m'a conseillé de continuer, de voir avec le même. Donc, je fais, mais je souffre tellement qu'un jour, je trouve un dentiste qui me prend en urgence. Et lui détecte que le bridge est cassé, c'est carrément cassé. D'accord. Alors, on en est 1 historique, 2 les mots, 3 les réparations que vous avez entreprises. Oui. Donc de l'arrachage du bridge défectueux, réparation entreprise. Informez-le, vous allez y réfléchir. Qu'à défaut de réponse de sa part, vous saisirez le conciliateur de justice. Il essaie d'obtenir une résolution amiable de votre litige. Et si jamais ce n'est pas possible, vous irez au tribunal de proximité et le conciliateur de justice est en lien avec les magistrats. D'accord. Et votre dossier suit encore une fois. Mais ça me va très bien. Ça vous va? Oui, bien sûr. Ça ne me coûte pas un rond. Non. Et puis, on est dans la conciliation. Et moi, voilà, c'est votre sensibilité. Oui, la conciliation. Bien sûr. On a identifié en gros trois pôles quoi, de compétences. L'accès au droit, l'accès aux prestations sociales et administratives. Hein. Donc ça, là, c'est un champ très large. Donc, dossier MDPH, logement, sécurité sociale, et un accès à l'emploi. Voilà. Donc là, rédaction de CV, rédaction de lettre de motivation et connaissance du tissu économique, quoi. Avec un degré de technicité qui est quand même croissant. L'accès à l'emploi serait entre guillemets le moins technique, accès prestations sociales administratives, et le plus technique, l'accès au droit. Nous, on est toujours parti de l'a priori que pour exercer le métier, il fallait une formation juridique, à la base. Ça me paraissait difficile de se lancer là-dedans sans base juridique. Et avec les bases, on apprend le terrain. Il n'y a pas que les savoirs, hein, il n'y a pas que le juridique. Il y a, ou la connaissance du tissu administratif et tout ça qui est hyper importante aussi. Il y a aussi, ce qu'on veut aussi mettre en place, c'est une espèce de déontologie du métier, quoi. C'est-à-dire, où se situe la responsabilité de l'écrivain public, où est-ce qu'elle s'arrête, je ne sais pas, des réflexes dans l'accueil, dans l'écoute, dans tout ça. C'est pas que le savoir, quoi. C'est pourquoi? Parce que c'est pour sortir de l'idée écrivain public, c'est le bénévole qui fait ce qu'il peut, quoi. Et justement, on veut sortir de ça. Si on veut l'ériger en métier, donc ça passe par des compétences professionnelles, quoi. Nous, on est un tiers invisible.
c'est la personne qui écrit en son nom. Moi, je rédige la lettre, je la lui soumets pour approbation, on la relit ensemble, je la lis à haute voix si la personne ne lit pas, c'est elle qui la signe. Alors parfois, on indique l'écrivain public, on donne nos coordonnées, notre nom, pour que notre médiation devienne apparente. Mais en général, nous sommes un tiers transparent, puisque la personne écrit en son nom et signe son courrier, et même c'est elle qui est responsable du courrier qu'on a écrit. Donc ça aussi, c'est très difficile pour nous. On écrit un courrier dont on perd la responsabilité. Qu'est-ce que votre handicap vous empêche de faire, que vous faisiez avant? C'est ça, oui. Qu'est-ce que tu faisais avant, maintenant, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a perdu? Oui, c'est ça. C'est plus comme avant, bien sûr. Je ne peux pas travailler comme avant, ça. Je ne peux pas me tenir debout longtemps. D'accord. Oui. Donc vous auriez besoin d'une aide, de quelqu'un qui vous aide au ménage, par exemple? Bon. Alors, si vous voulez, il faut qu'on reprenne le dossier, parce que cette question vous est posée ici, dans la prestation de compensation. Oui. Donc, il faut demander à l'apercevoir. Et on va préciser que vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à l'entretien de la maison. Voilà. D'accord? Oui. Vous parlez comme si c'était à sa place, voilà, qu'est-ce qu'elle demande. C'est ça. Voilà, ça. Mais avant, je me fais confirmer que c'est bien elle qui parle. Ouais, ça, oui. On parle régulièrement, hein, surtout quand on a une difficulté sur quelqu'un ou dire j'ai pas su comment. Je me demande si j'ai bien réagi avec cette personne ou tiens, j'ai pas su répondre, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? On en parle beaucoup de ça. Mais ça fait pas encore l'objet d'une structuration. Et puis Gaëlle, elle aime pas être enfermée. Hein, donc structurer les choses, les cadrer, ça c'est pas. Enfin, faut pas que ça soit trop rigide, quoi. Mais c'est une bonne chose. Je pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et c'est pour ça que ça marche bien, je pense. C'est toujours utile de savoir qu'ils viennent, comme Lisa fait les fiches, c'est vachement utile. Mais quand je dis aux gens, alors oui, vous venez pour un conflit avec votre employeur, c'est déjà réduire à ce que je sais de lui. Et il me semble que c'est plus intéressant pour la personne de lui demander pourquoi elle vient. Des fois, au bout d'une seconde, je sais que c'est loupé, que j'ai pas fait ce qu'il fallait, et que l'autre, il se sent jugé ou placé à un endroit qu'il n'a pas envie d'occuper. Et il y a cette fraction de seconde qui va donner le ton, et des fois, il y a un rendez-vous raté, parce que j'étais pas assez disponible, et donc l'autre perçoit que j'ai mis un endroit où il n'a pas envie d'être, et donc quoi que je fasse après pour le rattraper, bon, le boulot sera fait, mais humainement, on a perdu quelque chose même. Vous allez prendre un point? Oui. Voilà. Il y a une madame là-bas. Elle vous aide, moi, pour... Elle vous a aidé à remplir? Voilà. Une conseillère de Pôle emploi? Oui. Un autre quelqu'un qui est arrivé... Qui m'a dit, c'est pas toi le faire? C'est pas madame là-bas qui fait, c'est moi qui fait tout ça. D'accord. Donc elle a dit à son collègue d'arrêter de remplir le papier. Oui. Et donc le début, c'est quelqu'un de Pôle emploi qui vous a aidé, et après la collègue a dit arrête, elle le fera toute seule. Voilà. C'est ça? Oui. D'accord. Alors, on va finir. Donc, pourquoi vous vous inscrivez à Pôle emploi? Je cherche le travail. D'accord. En général, oui. Oui, des enfants partis à l'école, à l'école. Très bien. Tout ça à la maison, je vais au travail. D'accord. Alors, vous en avez touché des indemnités acédiques ou pas? Non, je n'ai pas touché. Il y a plus de 5 ans? Oui. D'accord. Alors, je mets non. Moi, je vois le métier comme une interface, quoi. Hein? L'écrivain public, c'est l'interface. Il déchiffre, il retranscrit, il fait passer l'info, il oriente. On va chez lui quand on ne sait pas on sait pas où aller, quoi. C'est bien d'avoir des lieux comme ça, des lieux refuges, je pense. Le revers de la médaille, c'est que c'est pas toujours bien défini et que c'est pas ultra spécialisé, donc on sait pas trop, mais la vulgarisation ou la généralisation, c'est un peu refuge, je trouve. Ça fait du bien, je crois. Dans notre recherche pacifique de solutions, je pense qu'il y a quelque chose d'apaisant. C'est pacifique, mais c'est efficace, attention, hein.
il me semble que ça soulage les gens. Ça va souvent, les gens souvent n'aiment pas avoir des histoires, n'aiment pas en faire. Je trouve que les gens sont, la plupart du temps, des gens calmes et qui subissent et qui ont envie de relations amiables et détendues avec les autres. Et il me semble qu'on participe à ce mouvement et que ça crée chez eux un soulagement. Enquête, satisfaction, incité. Alors, on vous demande quelles sont les relations avec votre gardien. Plutôt satisfaisantes. Les bons gardiens. Oui, ça va. Très satisfaisant, satisfaisant. Les bons, les gentils. D'accord, très satisfaisant. Ah oui. Lors de vos contacts avec vos interlocuteurs du siège d'Incité. Oui, bon. La qualité de l'accueil, très satisfaisant. Ah, très bien. Très bien. Lors des dégradations des parties communes, quand il y a des problèmes avec le hall, l'extérieur, la porte, les escaliers, est-ce que vous pensez qu'ils viennent très rapidement, plutôt rapidement, ou lent, ou très lent? Ben, j'appelle bien tout de suite. Tout de suite. Ah, oui, très rapide? Ah, très rapide. En cas de réclamation concernant un problème dans votre logement, jugez-vous que la réponse d'Incité est très satisfaisante, plutôt satisfaisante, peu satisfaisante? Ah oui, une fois j'appelle un problème de vachette dans la salle. Dans la salle de bain? Non, salle manger. Ah oui, d'accord. Elle vient tout de suite. D'accord, ah, très bien. Très très content. Ah oui. C'est tout, ça j'ai pas compris ici. Ah. C'est juste la poste pour ma femme, mais aussi... Alors, c'est une publicité de la poste. Ah oui, c'est tout. Ouais. Une publicité pour épargner. Ah. Voilà. Donc ça, c'est la publicité qui décrit... C'est tout. C'est tout. Ah oui, merci, gentil. Hein. Poubelle? Ah oui. Si vous voulez, j'ai une poubelle. Vous n'allez pas garder la publicité, si? Ça j'ai besoin de garder ça. Mais non, c'est une publicité. Tout est publicité, les deux. Ça, je garde ça pour moi. Oui. Oui.